Le mois dernier, Paris accueillait la Fashion Week. En plein cœur du Marais, un imprimeur plébiscité par les marques de luxe françaises et internationales a une nouvelle fois excellé dans la fabrication des cartons d'invitation. La galerie Coulot et Kolinski a de son côté proposé une réflexion sur la puissance d'évocation du vêtement, alors que l'avenue Montaigne a organisé pour l'occasion une opération de séduction, la promenade, pour un objet d'exception. Septembre, c'est le mois des Fashion Week. Fashion Week, un anglicisme qui désigne communément les semaines de présentation des collections prêt-à-porter. Bref, une Fashion Week, ça se prépare et dans les moindres détails. À Paris, en plein cœur du Marais, un imprimeur plébiscité par les marques de luxe françaises et internationales excelle dans la fabrication de petits objets qui n'ont l'air de rien, mais qui sont d'une importance capitale, les cartons d'invitation. Donc ça, ce sont les invitations que l'on a fait pour Kenzo pour le défilé femmes de l'hiver 2014-2015. Le directeur artistique m'a dit qu'il voulait une invitation éclairée. Je lui ai répondu, ok, on a prémonté toutes les invitations et les LED ainsi que les piles de système d'éclairage, on l'a vraiment mis à la dernière minute pour qu'elles puissent arriver allumées. Jackie, l'imprimeur du Marais, ne recule devant aucun challenge. Il n'a souvent que 48 heures pour réaliser les rêves les plus fous des directeurs artistiques. Ses 26 collaborateurs travaillent la sérigraphie, la dorure, la reliure, le gaufrage, la couture. Des machines ancestrales sont modernisées pour faire d'un simple bout de carton une œuvre d'art. On se rend compte, nous, dans notre expérience, qu'on a maintenant des communiqués de plus en plus beaux à imprimer et qu'il y a de plus en plus d'enjeux sur le papier. Parce que le papier, c'est le lien tangible et presque gratuit d'une marque avec son client, alors que le digital véhicule l'image, l'expérience, complètement autre chose. Et du coup, ils réinvestissent le papier en cherchant à faire des objets et en le sophistiquant davantage. Pour cette très élégante invitation Balenciaga, Jackie l'imprimeur a été mis en concurrence avec un rival japonais. Le vrai challenge, le truc le plus compliqué, c'était d'obtenir cette pente tout en ayant en couverture au-dessus un papier qui était lui-même gaufré. La fierté de Jackie, c'était de se dire que par rapport aux Japonais qui ont vraiment un tel amour du papier, que nos savoir-faire et notre amour, nous, plutôt des challenges dans le print, l'emportent, on était assez fiers de ça. La mode lorgne du côté de l'art, qu'il soit appliqué ou non, et sur tous les fronts, populaires comme conceptuels. Pour dénouer cette relation subtile et complexe, la galerie Coulot et Kolinski propose une réflexion sur la puissance d'évocation du vêtement. La mode cesse d'être de la mode quand vous décidez dans votre recherche en fait, de consacrer une partie du travail à quelque chose qui va être montré, pas porté. Le grec Thanos Kyriakides est aveugle. Il travaille sur le squelette du vêtement. Une veste Napoléon, une veste Médée ou une robe Mata Hari. L'idée est dans ma tête. Je ne dessine rien. D'abord, je commence par fabriquer le fil de laine avec des nœuds et ensuite, après avoir tissé des kilomètres de ce matériau, je passe à la construction de chaque pièce. La pièce maîtresse de l'exposition est signée du pape de l'Arte Povera, Yanis Kounellis. Retenez bien son prix, 200 000 €. Yanis Kounellis qui a travaillé à partir de ce matériau qui est un vêtement trouvé, c'est-à-dire un manteau masculin qu'il utilise comme une trame, comme une matière première dans ses œuvres qui en l'occurrence peuvent ici être enrichies de verre de Murano, de plomb, etc. Vendre de l'art ou vendre de la mode, c'est un même combat. Il faut sacraliser la marchandise, susciter le désir par un effet de rareté. Septembre, c'est le moment choisi par l'avenue Montaigne pour organiser une opération de séduction, la promenade pour un objet d'exception. Nos maisons sont particulièrement préoccupées et sont particulièrement, je dirais, offensives dans la façon de maintenir le savoir-faire. Pourquoi la mode française est-elle à ce niveau de positionnement dans le monde? Parce qu'elle a un savoir-faire qui est unique.
La petite trentaine de maisons de luxe affiliées au comité Montaigne présente donc des objets d'exception. Dior a chargé 120 artistes de décliner le sac créé en 1995 pour la princesse Diana. Madame la maire de Paris soutient l'événement. Vous savez, quand je discute par exemple avec le maire de New York, qui est aussi une ville très engagée dans la mode et qui veut et qui rivalise aussi avec Paris, ils n'ont pas justement tous ces métiers, tous ces ateliers et ils sont en train d'essayer de les constituer sur New York. Nous, on a la chance à Paris d'avoir ces grandes maisons, ce rayonnement international et les gens qui produisent justement ces savoir-faire ici sur place. Chez Dior, les sculptures ne sont pas à vendre. D'autres maisons ont une approche différente. Chez Chanel, la cliente doit pouvoir emporter chez elle les 2 œuvres présentées. Qu'il s'agisse du panier pour faire les courses ou de la minaudière en forme de boîte à œufs pour ranger sa joaillerie. Mais le plus bel objet d'exception, celui qui réclame le plus de soins, est aussi le plus éphémère. Le chocolat est un objet d'exception, notamment quand il est fait chez Fouquet, dans la plus pure tradition chocolatière, avec les meilleures matières premières et les recettes qu'on utilise depuis 5 générations. Le chocolat, luxe suprême, le seul objet d'exception qui ne se démodera jamais. L'Ukraine a offert une large autonomie au territoire de l'Est du pays, actuellement contrôlé par les séparatistes. Cette concession fait partie de l'accord de cessez-le-feu signé le 5 septembre dernier et de fait imposé à Kiev après sa lourde défaite militaire. Du côté ukrainien, les unités qui ont subi les pertes les plus lourdes ne sont pas celles de l'armée régulière, mais bien les groupes de volontaires qui ont spontanément pris les armes pour défendre le pays. Certains d'entre eux sont des nationalistes d'extrême droite, d'autres non, mais tous sont convaincus qu'il faut se battre pour repousser l'agression russe. Le gouvernement a déjà tenté de les intégrer aux structures de sécurité. Mais ces volontaires forment toujours une force volatile qui pourrait un jour se retourner contre le pouvoir si elle se sent trahie par le processus de paix. Les bataillons bénévoles de Kiev, c'est un reportage de Gulliver Krag, Victor Zavalnyuk et Laurent Gesselin. Sergueï Tafitchouk avait 30 ans. Il a été tué dans les combats pour Ilovaisk, une ville stratégique à côté de Donetsk. La défaite des troupes de Kiev à Ilovaisk a marqué un tournant dans la guerre du Donbass. Selon le ministère de la Défense, 107 soldats sont morts. Pour le chef du bataillon de Sergueï, les pertes seraient plus proches de 500. Tous ces morts, c'est à cause de l'artillerie lourde qui a été apportée depuis la Fédération de Russie. Avec ces soldats russes entraînés à seulement appuyer sur des boutons et à tuer des civils à distance. Voilà le problème. Avant ça, ça allait. On aurait pu régler cette crise par nous-mêmes. Face à la puissance de feu russe, les Ukrainiens s'appuyaient à Ilovaisk sur des bataillons mal équipés et non professionnels. À Ilovaisk, c'était évident que personne ne savait ce qu'on était censé faire. Ni nos chefs, ni ceux des autres bataillons. Des dizaines de bataillons sont nés de la vague patriotique qui a emporté l'Ukraine après l'annexion de la Crimée par Moscou. L'État avait besoin de toute l'aide disponible. Il les a intégrés de son mieux. Confronté à l'agression russe, le gouvernement ukrainien a vraiment tardé à réagir. Alors que l'opinion publique a eu tout de suite une réaction virulente. Donc l'activisme citoyen et l'initiative de ces volontaires ont d'une certaine manière montré la voie à l'État. Kiev paye désormais les salaires et grâce à l'aide de généreux donateurs fournit des armes légères. Après Ilovaisk, les chefs des bataillons ont demandé des chars, une folie pour ces combattants qui comptent quitter le bataillon Dnipro 1. En aucun cas, les bataillons ne doivent recevoir des équipements et des armements aussi lourds, c'est hors de question. Mais vous savez, les bataillons ne sont même pas nécessaires. Seule l'armée ukrainienne devrait exister. Une seule armée unie, et puis c'est tout. Beaucoup de commandants pensent autrement. Ils voient leur force comme un contre-pouvoir.
Valentine Litolite du bataillon Haïdar se réjouit que le ministère de la Défense lui ait donné ce char. Il se dit prêt pour une nouvelle révolution si le gouvernement déçoit. La prochaine fois, ce ne sera pas avec des bâtons et des cocktails Molotov que nous nous soulèverons. Nous sommes équipés maintenant. Alors le gouvernement et le président Porochenko ont intérêt à ne pas oublier les promesses qu'ils ont faites au peuple ukrainien sur la grande scène de Maïdan l'hiver dernier. Les membres du bataillon Haïdar sont accusés de violence contre la population dans les régions qu'ils contrôlent. Le chef de la police, qui ne souhaite pas s'exprimer face à la caméra, affirme qu'Haïdar est hors de contrôle et que les combattants appliquent leur propre justice. Ces derniers affirment se concentrer sur la guerre avec la Russie. Ils n'approuvent pas le cessez-le-feu, mais en profitent pour s'entraîner. Je me préparais des soutenances, les thèses d'économie. Et oui, je suis amateur, mais il faut avoir expérience parce que c'est la guerre. J'aime mon pays. Alors, je prie, j'espère que je vais pouvoir tuer quelqu'un, des soldats russes. Pas question pour ces combattants de déposer les armes. Parmi ces volontaires, on retrouve même des étrangers. Ils seraient environ 80, dont une dizaine de Français engagés sur le front de l'Est contre les séparatistes pro-russes. Mais là où ça se complique, c'est que dans les rangs des rebelles épaulés par Moscou, on trouve aussi des combattants étrangers. Ils disent défendre Vladimir Poutine et la Grande Russie contre ce qu'ils appellent l'impérialisme incarné par les États-Unis, l'Europe et l'OTAN. Restez des nôtres, on se retrouve après ceci.